partie de ma vie politique s'achève. Je quitte le Parti socialiste ou le Parti socialiste me quitte. Et oui, c'est tout le dilemme. Bonjour, bienvenue. Vous venez de l'entendre, Manuel Valls vient de claquer la porte du PS. Une porte, il faut le dire déjà, largement ouverte. Une sortie vers En Marche. Une sortie peut-être, on verra ça, en forme de traversée du désert. Et puis il y a une autre sortie ce matin, décidément, mais définitive cette fois. La politique, c'est terminé pour Jean-Pierre Raffarin. Annonce faite dans la Nouvelle République. On vous diffusera sa dernière interview et peut-être le pourquoi. Ça devait être le premier couac, le premier bug du gouvernement Macron. Une passe d'armes, en tout cas. On a bien senti que les médias tenaient là une forme de revanche. Eh bien non, raté, patatras. Et pour une fois, on vous expliquera que la com, ça peut également servir. De la com et de la bonne, la gestion d'un sujet polémique, le cauchemar du quinquennat Hollande. Vous verrez que les chiffres du chômage peuvent être une très bonne chose et un très bon outil pour faire passer une nouvelle politique et une réforme qui s'annonce tendue, celle du travail. Et puis on votera dans la médiasphère. Un perchoir, 2 hommes, 2 femmes. Si la parité est respectée, la France vivra cet après-midi une première dans son histoire politique, une présidente à l'Assemblée nationale. Bonjour Gilles-William Gonladen. Bonjour. Ravi de vous avoir, avocat, écrivain, polémiste. Antoine Léaumont, bonjour. Bonjour. Responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon. Franck Tapiro, bonjour. Bonjour. Fondateur de Datacalab et triathlète à 16 heures. Et Muriel Réus, communicante, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir, fondatrice du mouvement des femmes avec Fillon. Alors, on commence par ça. Ça, c'était il y a moins d'une heure, Manuel Valls. Je ne siégerai pas dans un groupe où il y aurait des ambiguïtés, où on ne voterait pas la confiance du gouvernement. Au gouvernement. Moi, je voterai la confiance au gouvernement le 4 juillet prochain. Pourquoi pas siéger au groupe d'En Marche ? Mais c'est une possibilité, on verra ça dans les heures qui viennent. Une partie de ma vie politique s'achève. Je quitte le Parti socialiste ou le Parti socialiste me quitte. Je constate avec beaucoup d'amertume, beaucoup de tristesse, ce qu'est devenu le Parti socialiste. Maintenant, moi, je souhaite qu'une seule chose, c'est la réussite du quinquennat et la réussite de la France. Voilà, est-ce un homme seul, mes amis, qui vient de quitter le PS ? Et il l'a dit, on l'a entendu, avant que le PS ne le quitte. Il était quand même seul bien avant toute cette histoire, cette déclaration. On l'a vu même pendant la campagne, on l'a vu évidemment après les primaires. Mais ça faisait longtemps qu'Emmanuel Valls était seul. Et quelque part, vous savez, dans les parcours de grands hommes politiques, et je pense vraiment qu'Emmanuel Valls est un grand homme politique. On a rarement vu à gauche depuis quelques années un talent pareil, un talent aussi différent. Alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il crée de la différence. Et on ne peut pas rester totalement neutre face à Emmanuel Valls, ce qui est déjà très fort à gauche et à droite aujourd'hui. Donc déjà, il marque les esprits. Deuxièmement, on voit très bien qu'aujourd'hui, peut-être qu'il aurait pu partir plus tôt, mais en fait, il était déjà parti mentalement. On sait très bien que ce n'est pas une nouvelle pour nous. Il était déjà parti parce qu'il ne correspond plus aujourd'hui à ce qui se fait aujourd'hui à gauche, ce qui se fait même dans la classe politique au sens large aujourd'hui. Il a besoin peut-être de se ressourcer, de se retrouver un petit peu et de revenir. Alors on parle de traverser du désert pour les uns, c'est plutôt des bacs à sable, parce qu'en réalité ça dure un an et demi ou 2. On l'a vu à l'époque avec Nicolas Sarkozy, J'ai bien connu cette période en 95-96. Mais en général c'est pour revenir plus fort, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Je pense qu'il a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Il est encore jeune en politique et il a peut-être besoin aussi d'être le leader de son propre mouvement et de ses propres idées. Donc c'est peut-être un au revoir et peut-être à très bientôt. Vous pensez à une suite pour Manuel Valls ? La rentrée est aujourd'hui pour les députés. Il n'aura pas de groupe, Manuel Valls, alors qu'il en rêvait. Et puis surtout, il va siéger à côté des gens qui sont en marche sans vraiment en faire partie. On a vu qu'il a effectivement essayé de construire un groupe, donc il essayait de se vendre plus cher que ce qu'il valait aujourd'hui. De fait, c'est effectivement un homme seul, dont personne ne veut, ni le PS, ni apparemment En Marche. Peut-être qu'En Marche va finalement changer d'avis et essayer de le faire rentrer, mais il s'est fait dégager à la primaire socialiste. Ce n'est pas passé loin pour les élections législatives, et de fait, la candidate qui était face à lui au second tour va déposer un recours. Et on a vu les images d'Evry qui étaient vraiment, qui restent en travers de la gorge de beaucoup de gens à Évry et bien plus largement. Je pense que Valls, c'est le symptôme d'un monde qui s'écroule et c'est le symptôme d'un PS aussi qui est en recherche de ce qu'il doit faire désormais, qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Et dans le groupe PS, il va y avoir des gens qui vont voter pour la confiance au gouvernement, d'autres qui vont s'abstenir, d'autres qui vont voter contre. Et finalement, Manuel Valls, c'est le symptôme de l'écroulement d'un vieux monde qui ne sait plus où il va, qui ne sait plus. Symptôme ou symbole ? Le symbole, si vous voulez, mais c'est le symbole d'un vieux monde qui s'écroule. Est-ce que Manuel Valls a loupé, on parle dans la médiasphère, vous le savez, de communication, d'image, est-ce qu'il a loupé sa dernière séquence ? Antoine le disait, notamment cette petite victoire aux législatives.
Moi, je pense que c'est un homme extrêmement déterminé. Donc, je dirais qu'il n'a pas loupé. Je pense que c'est quelqu'un qui compte dans le paysage politique. Je pense que c'est quelqu'un qui a du talent. Je rejoins Franck là-dessus. Moi, je ne pense pas que ça soit un au revoir ni un abandon de la politique. C'est juste qu'à un moment donné, il ne correspond plus à ce que le PS attend de lui et lui ne correspond plus. Il s'accroche à un pouvoir moi, je dirais que les gens n'ont pas voulu lui donner. Moi, je pense que c'est un homme très déterminé et que rien n'est neutre en politique. Mais tous les hommes politiques s'accrochent. Vous en connaissez beaucoup qui refusent de ne plus s'accrocher. Mélenchon s'accroche. On va en parler. Jean-Pierre Raffarin. Pas le même âge, mais pas le même âge, pas la même carrière. Donc, moi, je le vois revenir très, très fortement. Moi, je ne sais rien sur l'avenir politique de Manuel Valls. Mais je tiens à dire que sur le fond, cette solitude dans laquelle il se trouve est une solitude qui, à mes yeux, le grandit. Il faut bien comprendre que M. Valls, à gauche, mais peut-être même aussi à droite, est un des défenseurs les plus intransigeants de la laïcité. Et que c'est sans doute pour ces raisons qu'à Évry, le soir des élections, effectivement, il y a des gens qui ont voulu lui faire un mauvais sort. Je ne partage pas. Il est comptable de la politique du gouvernement. Vous ne m'empêcherez pas de vous dire que je ne partage pas votre opinion sur le recours qui est fait devant le Conseil constitutionnel. Je n'ai pas entendu dans la bouche de sa rivale malheureuse des arguments extrêmement pertinents pour savoir ce qui se passerait. Donc je dis que Manuel Valls n'a plus sa place dans le Parti socialiste pour autant que le Parti socialiste veuille dire encore quelque chose. Et je crains malheureusement, et pour être tout à fait franc, qu'il n'ait pas non plus sa place à En Marche, parce que à En Marche, sur les valeurs que je viens d'indiquer, c'est plutôt flou. Voilà. Et un électron libre, c'est bien aussi. Oui. Je veux dire, il récupère une place de liberté totale, hors des partis, qui lui permettra peut-être de dire profondément ce qu'il pense. Personne n'a jamais empêché Manuel Valls de dire ce qu'il pensait. La solitude qui est la sienne sur justement la défense de la laïcité, ou même l'analyse qu'il a faite quand il était Premier ministre de l'antisémitisme islamiste, par exemple, on dit long sur le monde politique français. Ça me rend triste pour le monde politique français. Oui, mais c'est un homme fort et c'est un homme déterminé, donc il aura toujours sa place, sa liberté de parole, j'en accepte volontiers à condition que les médias lui accordent cette place. Et cette caisse de résonance. Les médias qui doivent aider Manuel Valls à rebondir. Oui, mais vous avez exactement défini ce qui allait sans doute se passer. Mais par rapport à son identité aussi politique, pendant des années, même si on reconnaissait évidemment tout son talent, il était surtout comparé à, pendant des années, je trouve que ça jouait contre lui, on l'appelait le Sarko de gauche. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'il était celui qui incarnait l'ordre, la sécurité, la rigueur, et puis cette volonté... Des valeurs républicaines et certaines qui n'étaient pas totalement partagées au PS. En disant que la gauche n'était pas incompatible avec les idées de sécurité au sens large. Je pense que tout cela, ça l'a aussi un peu caricaturé. Donc quelque part, je suis d'accord avec Muriel, il va se retrouver un peu seul, mais seul c'est bien, parce que seul c'est aussi dans son espace de pensée, pas évidemment... Il rentre en retraite en fin de compte. Mais c'est pas une vraie retraite, au contraire, je pense que jamais il ne va autant s'exposer que maintenant, parce qu'il n'a de compte à rendre à personne, autre qu'à lui-même, à sa conscience, à sa vision politique. Donc on verra vraiment... Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une renaissance, un rebond pour lui, ce qui est réellement et qui est réellement Manuel Valls, ses idées fondamentales. Et je pense que c'est là que peut-être le plus grand moment de sa carrière se joue. En tout cas, il y aura un véritable espace de liberté pour lui, celle des 4 colonnes, où visiblement, notamment du côté des députés En Marche, la parole sera rare. Alors donc, départ du PS de Manuel Valls, et puis un autre départ, on en parlait ce matin, mais cette fois-ci définitif, de Jean-Pierre Raffarin. La politique, c'est terminé. L'ex-premier ministre quitte tout de suite. Pas de nouveau mandat. Gros coup de ras-le-bol. Il faut dire que ces derniers temps, il était devenu la cible de ses anciens amis sur fond d'autodestruction républicaine. Alors souvenez-vous, il y a cette sortie de Jean-Pierre Raffarin qui restera sa sortie. Et pour le moment, encore, à moins que ça se passe sur le plateau de la médiasphère, personne n'a jamais compris ce qu'il voulait dire. Win the yes needs a no to win. Again the no. Voilà. Mais écoutez, ça nous faisait rire déjà le jour même, mais c'est encore plus drôle aujourd'hui. On n'a pas pris une ride. Ce qu'il veut dire. Il a dit ce qu'il voulait. Honnêtement, je pense que ce qu'il voulait dire ce jour-là, c'était qu'il y avait besoin de passer par un référendum pour que la victoire soit réelle et soit appuyée sur le peuple. Il l'a dit d'une manière qui était
très compliqué à C'est une comprendre. thèse de philo. Mais, pas mais d'agence. de fait, le problème qu'il posait ce jour-là était intéressant. Le fait de la légitimité de la prise de décision politique et celle de la prise de décision par le peuple est un sujet intéressant. Parce qu'on va parler du fond quand même de ce départ de Jean-Pierre Raffarin, Il y a peut-être avec sa une place interview chez importante d'ailleurs, la dernière qu'il avait donnée. Est-ce que quelqu'un, parce qu'il y a quand même quelques communicants autour de cette table, a su pourquoi cette phrase, pourquoi cette sortie? Je pense qu'il a sauté un mot. Non, je pense qu'à un moment, les grandes phrases qui restent en politique, comme les grands gestes, comme la fameuse claque de Bérou, c'est la seule chose qui nous restera de Bérou. Et je pense que ça ne se calcule pas. Et Dieu merci, ça ne se calcule pas. C'est le moment où ils sont sur l'intuition, ils sont vraiment hors du cadre, sur l'hémisphère droit. Ils n'ont pas calculé, c'est pas rationnel, ça sort. Et c'est pour ça que ça reste. Le problème, et ce qu'on reproche aux politiques depuis des années, on dit la parole publique baisse. Oui, elle baisse pourquoi? Parce qu'on essaie de cadrer, de tout raisonner, de tout compacter. Au final, il n'en sort rien. Le cerveau est ainsi fait qu'il retient, Encéphalogramme plat. bien entendu, il ne retient que les moments émotionnels forts. Et la mémoire vient de cela. Bon, vous savez quoi? À la fin de cette émission, vous repassera effectivement cette grande sortie de Jean-Pierre Raffarin. Alors, reste quand même le pourquoi de la décision. Ce truc-là a été détourné par un youtubeur qui s'appelle Khaled Frick, Oui. qui fait des vidéos de politique en chanson. Et il en a fait une avec les expressions en anglais de différentes personnalités politiques. Si vous avez l'occasion d'aller voir ça sur Internet, Allez, vous savez quoi? Il est 9h17, on va essayer de faire un exploit. On va voir si on peut vous la sortir avant 9h52. Le pourquoi de cette décision, vous allez peut-être le comprendre. Élément de réponse. Dernière interview de Jean-Pierre Raffarin. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était la semaine dernière, après un bureau politique LR plutôt très difficile. Je défends la diversité, c'est une règle de base de la fondation des Républicains, c'est notre pacte fondateur. Non mais historiquement ça a toujours été un lieu où il y avait les gaullistes, les centristes, les libéraux, donc pour nous c'est le pacte fondateur. S'il est remis en cause on le regretterait, mais on a confiance. Oui, mais visiblement, la confiance en une semaine est partie. La diversité, c'est le mot politicard, pour pas dire politicien, hypocrite, pour cacher depuis toujours que, comme on met dans la même salle les gens qui se détestent, qui ne sont pas d'accord, qui sont d'accord, pire que ça, sur rien du tout, qui se sentent obligés de venir dans la même pièce pour discuter, et dont il ne sort rien d'autre que la parole du leader. C'était ça à l'époque, la droite qui fonctionnait, celle qu'on appelait la plus bête du monde quand elle ne savait pas justement avoir le courage de mettre le chef devant. Là, depuis quelque temps, on raconte n'importe quoi. Donc on se cache derrière une fausse diversité qui n'existe pas. Comment voulez-vous mettre dans la même pièce Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez? C'est impossible. ou des gaullistes et des libéraux. Bien sûr. Si on prend Mais au-delà de ça, moi, ce que je trouve formidable, c'est cette sortie. Réussir sa sortie, c'est formidable en politique. Donc, en termes de comportement, en termes d'action, aujourd'hui, il a constaté, bon, voilà, ce qui se passe, qui est vraiment pas très reluisant. Il l'a fait, alors c'est pas très gentil, entre guillemets, son temps. Je veux dire, c'est vrai qu'à cet âge-là, à un moment donné, on a peut-être envie de choses qui soient plus positives, plus constructives, qui soient moins dans Il y a peu de l'adversité temps, permanente. Muriel, on avait parlé de lui comme prise de guerre pour Emmanuel Macron dans un gouvernement. Bah, écoutez, la prise de guerre était là, puisqu'à un moment donné, il a soutenu Emmanuel Macron, donc il s'est fortement engagé à ses côtés. Ce qui n'a pas empêché d'ailleurs de soutenir les candidats LR aux législatives, parce que moi, j'ai vu tout un tas de spots de soutien de Raffarin aux candidats des législatives. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on peut reconnaître, c'est sa sortie. Sortir de cette façon, en annonçant Et il quitte un futur, ses mandats. Oui, bon, enfin, je sais pas, moi, c'est plutôt pas mal. Oui, enfin, je ne partage pas votre enthousiasme par rapport à sa sortie ou les conditions de cette sortie. Raffarin, vous le disiez à l'instant, et dans cette constatation, il y a quand même aussi les explications de la défaite terrible, quand même terrible, des Républicains. Oui. Aux législatives, il y a le fait qu'il était à la fois un peu du côté d'En Marche tout en restant chez les Républicains. En même ça temps. n'est pas très mobilisateur pour les électeurs. Hein, vous savez donc qu'il n'ait pas ensuite reçu de la part des militants ensuite des félicitations, ça se comprend et je ne suis pas loin de Oui, le mais c'est partager. peut-être l'expression d'un homme qui aujourd'hui a envie de se construire différemment. Et ça, on ne le sait pas, seul lui le sait. Et moi, je trouve qu'à un moment donné, s'interroger sur qu'est-ce que va être mon futur demain, et accepter de sortir du jeu politique, ce qui n'est jamais simple, vous le savez aussi bien que moi, et accepter de construire
un nouveau Je reconnais que mes nouveau réflexions combat, étaient un moins nouveau philosophiques challenge. que les vôtres. Bah, Mais oui, si on élargit Why not le champ, en fait, Manuel Valls c'est le symptôme de la recherche du PS et Jean-Pierre Raffarin est le symptôme de la recherche des Républicains. Dans les Républicains, vous avez exactement le même problème que celui qu'il y a au PS. Il y en a qui soutiennent le gouvernement et il y en a qui vont voter contre la confiance au gouvernement. Ce matin, j'entendais un responsable des Républicains qui disait « on va voter contre la confiance » et quand on lui demandait avec quoi n'êtes-vous pas d'accord avec Emmanuel Macron, il était incapable de donner une réponse sur ce point. C'est-à-dire, C'était idéologique. non, c'est de l'opposition de pacotille. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord sur le fond, mais ils sont en train de chercher comment exister politiquement. Et Jean-Pierre Raffarin prend une décision qui me semble sage, qui est une décision de retrait, de réflexion. Et je pense que les Républicains devraient avoir cette Je vais laisser la parole à Franck Tapiro. Avant, je voudrais vous lire un tweet de Dominique Bussereau. C'est peut-être le plus drôle, d'ailleurs, de tous ceux, vous le regardez. « J'ai quitté l'Assemblée nationale et Jean-Pierre Raffarin va quitter le Sénat. Mais attention, les vieilles canailles seront toujours dans le coup. » Est-ce que ça veut dire, vous parliez tout à l'heure de la liberté de parole de Manuel Valls, est-ce que on connaît celle d'Alain Juppé, est-ce que justement Raffarin, Bussereau, c'est pas ceux qui vont pouvoir parler librement de ce que les autres vont devoir taire? Alors, on l'espère. Tout le monde l'espère en politique parce que Raffarin a toujours compté quand même. Il a toujours été dans le jeu quelqu'un d'important. Mais surtout, son départ, pour moi, pour la droite, c'est à la fois un signal fort et un signal peut-être même inquiétant. Il a toujours été depuis des années celui qu'on appelait le sage. Alors, il y avait Balladur d'un côté, mais qui était quand même le sage qui s'était complètement planté. Et le sage, on va dire qui rassemblait tout le monde, c'est le plus rassembleur. On va dire l'ancêtre du RPR, C'était celui des bonnes petites phrases après les bureaux tendus en général. Parce qu'il pouvait parler à tout le monde. Et il pouvait parler à tout le monde. Et je me rappelle, physiquement, il allait vers tout le monde. Il avait peur de personne. Il regardait les gens droit dans les yeux. Il pouvait dire ses vérités à n'importe qui pour calmer le jeu. C'était celui qui faisait la synthèse. Le fait que Raffarin s'en aille, c'est que la synthèse, pour moi, est devenue impossible au sein des Républicains. Donc, d'un point de vue politique, et je salue son départ, mais je pense qu'il en a marre, et Muriel a raison, à son âge, on a envie vraiment de s'occuper de choses plus positives, plus constructives, et là, il en a marre, à mon avis, d'essayer de rassembler des choses qui ne peuvent pas s'assembler, d'essayer de réunir des gens qui ne peuvent pas se réunir. Donc, pour les Républicains, ça veut dire pour moi l'implosion assurée. En fait, l'image est forte et le signal est important. Ces synthèses-là sont intenable, possibles. franchement. La position est intenable. Ces synthèses-là sont possibles dans une position victorieuse. C'est-à-dire quand vous avez assez pour faire court, de postes à distribuer à des gens qui recherchent ça et qui ne cherchent pas spécifiquement à mettre en place une politique cohérente puisqu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Et ça, c'est possible de tenir les gens ensemble quand vous avez assez de soupe à donner, quoi. Là, c'est plus le cas pour les Républicains, c'est plus le cas pour le PS. Et les deux partis qui ont tenu la Ve République ensemble pendant 50 ans se sont effondrés et ont été dégagés par les électeurs. Mais ça, on le sait, c'est un constat. Ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de poste à pourvoir chez Macron. Enfin, Raffarin, même si c'est le sage, même si c'est quelqu'un, comme vous dites autour de la table, qui a énormément de réflexions sur la vie politique et un passé très fort, aujourd'hui, il ne correspond plus à ce que les Français attendent. Donc, sa décision, elle est juste et elle est, je pense, pesée et analytique. C'est très juste de partir et de s'accorder cette liberté de parole comme Valls, qu'il aura forcément dans les mois à venir. Alors, on va passer à un autre sujet. Vous parliez, chère Muriel, tout à l'heure du rôle de la presse, de l'importance de la presse. Eh bien, hier, la presse y croyait. Malmenée, maltraitée par la com, par le style du président Macron, eh bien, hier, elle tenait sa revanche après une petite semaine d'existence d'un gouvernement fraîchement nommé. Écoutez un florilège de ce qui se passait et se disait sur les plateaux de télé. Un premier cafouillage au gouvernement. La première passe d'armes entre ministres. Un couac entre deux ministres. D'abord, ce couac. Le premier couac du gouvernement. Tout premier désaccord public au sein du gouvernement. Et d'abord, ce qui est apparu comme un couac aujourd'hui, j'avais envie de dire. Ce premier couac gouvernemental. Pourquoi ce couac ? Le bras de fer n'aura finalement duré que quelques heures entre Nicolas Hulot et Stéphane Travert. Et voilà, parce que c'était sans compter sur la promptitude de l'exécutif à réagir. Le couac fait rapidement pchit, maîtrise de la com, encore mieux, c'est tout l'inverse qui se produit. L'opération se transforme en plébiscite. Pour qui ? Pour celui qui jusqu'alors était particulièrement discret. Laissez-moi juste le temps, parce qu'il vient d'arriver, M. Travers, et je dois le voir cette semaine sur tous ces sujets-là.
Donc moi, ce qui se dit dans les médias, je ne dis pas que ça ne m'importe pas, mais moi, ce que je vous dis simplement, c'est que j'ai une ligne et je suis absolument certain qu'avec Sébastien Travers, on va pouvoir trouver sur ces sujets-là, mais dans une concertation qui va être longue et pas tomber justement dans son piège de nous confronter, parce qu'il en est de M. Travers comme de son prédécesseur ou de son successeur ou du mien. On gagnera ensemble, on perdra ensemble. Des arbitrages ont été faits ou pas sur ce sujet-là ? Je pense que vous allez avoir très rapidement un communiqué, mais ils ont déjà été faits, la loi existe et on ne va pas revenir sur la loi. Donc moi, je m'en tiens à la loi existante. Et c'était bien huilé puisque quelques minutes après, le communiqué de Matignon tombait. Alors là, en termes de com, pas mal. Bah, c'est pas un couac, ça s'appelle la politique. Et après, ça s'appelle la politique bien menée, bien gérée. Et la com politique, là, on voit à quoi ça sert. Encore une fois, on dit que la com politique, c'est le passeport pour l'action politique. Donc ça, même si on attend de l'action maintenant de ce gouvernement, parce qu'avec une assemblée pareille, on se dit que ça y est, ils vont passer à l'action. Mais ce genre de petites choses, c'est des petits réglages, c'est ce qu'on appelle du fine-tuning en mécanique. Eh ben, je trouve ça plutôt pas mal qu'en quelques minutes, ils aient non seulement rétabli ce quoi qui n'existe pas du tout, rétabli la communication et que le message soit clair. Voilà, donc pour moi, c'est plutôt bon signe. On sentait pourtant quand même cette presse en disant « Aïe, on les a enfin !» Je trouve que les médias ont offert un formidable coup de com' à Nicolas Hulot. Enfin, c'est-à-dire, on lui a donné un coup de com'. C'est pas un couac, je suis d'accord avec toi. Surtout que tout était préparé quand même. Je trouve que les médias... Parce qu'on n'a pas gardé, pour tout vous dire, l'image, parce qu'on ne l'a pas, mais ça a été vu par nos reporters sur place. Quelques minutes avant cette déclaration de Nicolas Hulot, Nicolas Hulot était dans sa voiture, au téléphone. Visiblement, les petites oreilles ont dit que c'était avec le Premier ministre, donc tout était calé. Bravo. Oui, mais encore une fois, vous avez offert un formidable coup de com'. Alors, vous le faites très régulièrement ces derniers temps. Hein. Les médias le font extrêmement régulièrement. France Info fait même des clips de propagande pour Emmanuel Macron qui sont assez dingues. Je ne sais pas si vous avez vu ce clip de France Info Plus sur Emmanuel Macron charme le ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. Là, on était dans une sorte de délire total. Ah bah c'est délire complet. C'est la Macron-mania. Faut regarder ce truc. Faut regarder ce truc. C'est vraiment très effrayant. C'est l'agiographie totale. Et pas dire que ça traîne, mais ça les responsables européens ont pris un bain de jouvence avec Emmanuel Macron. Enfin, franchement, on rêve. Mais même le ton employé. Ah, mais il y avait une petite musique de cinéma américain. Franchement, allez voir ce clip. On croirait un gag. Un gag au premier degré. Un gag ou un clip de propagande. Mais de fait, vous avez très haut. Vous avez les médias la bulle va finir par s'éclater. Donc là, je pense qu'il y a un effet de lucidité. On se dit, on est monté tellement haut, on va essayer de redescendre non, un peu là, le curseur. Vous l'avez vu le film de France Info ? Faut regarder. Mais là, on est en train de redescendre. Non, là, on revient sur on revient sur ce qui s'est passé hier, et donc on cherche le truc qui va. Enfin, écoutez, moi, c'est pareil. Je vois pas ça exactement comme vous. Je supporte plus le mot couac. Il faudra peut-être trouver autre chose. Moi, je veux plus le couac. Non, mais c'est même pas. Bon, ça fait un chouïa désordre. C'est pas dramatique non plus. Je ne comprends rien, à vous dire le vrai, sur le problème entre les pesticides et les abeilles, etc. Je ne suis pas tenu non plus comme un connaisseur total du sujet. Non plus. Mais il me semble quand même. C'est bien pour ça qu'on ne décortique pas le fond, mais on est vraiment sur la forme. Il faudrait venir quand même parce qu'il y a le rapport de force médiatique, idéologique, politique, aujourd'hui entre un ministre de l'Agriculture qui n'est pas une grande vedette et Nicolas Hulot en cas de problème, il n'y a pas photo. La balance, et notamment Matignon, c'était surtout une façon, au début, c'était une façon de remettre Nicolas Hulot en salle. Vous imaginez un seul instant, mais supposons, encore une fois, je suis pas sur le fond, mais supposons qu'il y ait un arbitrage là maintenant en faveur de l'agriculture, donc l'agriculture réaliste par rapport aux petites abeilles. Mais vous voyez tout de suite, on a vu Delphine Bateau tout de suite monter, parlant, ça y est, c'est les lobbies. Mais tout de suite, elle était sur cette histoire de lobby. C'était proprement ridicule. Sur ce point, c'était propre. Mais ce que je peux vous dire simplement, en termes d'image, Hulot ne pouvait pas perdre de toute manière qu'il est récent ou qu'il est tort. Il ne pouvait pas. Je souscris à tout ce qui est dit sur on ne peut pas lâcher le soldat Hulot face à l'illustre inconnu qui est désormais ministre de l'Agriculture. Mais il reste un point qui n'est pas un point de détail. Il faut quand même rajouter que le décret a été signé un mercredi alors que le ministre a été nommé dans l'après-midi. Allons jusqu'au bout. Il y a dans ce gouvernement 2 personnes au moins qui sont pour les pesticides néonicotinoïdes qui tuent les abeilles. C'est pas un détail, les abeilles sont nécessaires à la pollinisation qui permettent d'avoir des fruits Donc c'est pas
une petite question. Il y en a deux. Il y a Jacques Mézard, qui est l'ancien ministre de l'Agriculture, qui, au Sénat, a voté contre l'interdiction des pesticides néonicotinoïdes. Et il y a Stéphane Travert, qui donc a l'air d'être pour la réintroduction des pesticides néonicotinoïdes. Ça montre que dans ce gouvernement, il y a des désaccords de fond. Je suis persuadé que Nicolas Hulot ne veut pas l'introduction des pesticides néonicotinoïdes et qu'il a défendu sa position philosophique et idéologique. La réglementation française ne colle pas avec la réglementation européenne. C'est ça, c'est bien ça le problème. Donc il n'y a pas que sur ce sujet d'ailleurs. Précisément, il va finir par y avoir un problème qui est que l'Europe va continuer à demander certaines choses et qu'il faudra que Emmanuel Macron et le Premier ministre prennent des décisions sur ce que l'Europe imposera. Mais il y a d'autres problèmes qui se posent parce que dans ce qu'a dit Nicolas Hulot, il parle de réduire la consommation de carbone. C'est très bien, c'est excellent. Mais sauf que pour le faire de manière efficace, il faut organiser la production, il faut planifier la production d'énergie nouvelle. Là, ce vers quoi on se dirige, c'est vers une utilisation excessive du nucléaire. Et de fait, le Premier ministre lui-même est un ancien lobbyiste d'Areva. Donc c'est pas faire un procès d'intention que de dire que des anciens lobbyistes de nucléaristes vont être logiquement favorable à du nucléaire. L'idée quand même était hier de remettre en selle ou de mettre en selle tout simplement Nicolas Hulot. C'était ça. Oui, mais derrière tout ça, il y a quand même un problème de fond sur lequel il faut qu'on s'interroge. Parce qu'au-delà de l'artifice de remet en selle Nicolas Hulot, effectivement, quelle est la position du gouvernement sur certains sujets très importants qui concernent la vie de nos concitoyens? Là, c'est étranger. Vous avez le communiqué de Matignon. En particulier les agriculteurs. On peut très bien se mettre à la place de l'ensemble du monde agricole en France, qui est très désarçonné par les réglementations françaises versus les réglementations européennes. Mais d'un autre côté, s'il n'y a plus d'abeilles, ils ne seront pas très contents non plus, les agriculteurs. Enfin, je veux dire, c'est des problèmes de fond. Ça dépend si on regarde le profit à court terme. Vous savez, Nicolas Hulot, moi, je suis allé rechercher des citations de lui avant qu'il soit ministre. Et il avait fait une déclaration et il disait « Tant que le profit restera la finalité ultime, tant que l'OMC restera l'organisation la plus influente du monde, on n'y arrivera pas. Il faut juguler la toute-puissance de la finance, mettre un terme aux paradis fiscaux, taxer les transactions financières. » Et il disait ça pour l'écologie. Et il a raison. On ne peut pas faire de capitalisme vert. Le seul moyen d'organiser de manière efficace l'écologie, c'est de sortir du capitalisme. Mais enfin, il faut aussi permettre aux agriculteurs de vivre décemment. Oui, il faut permettre aux agriculteurs ce sujet-là. Mais vous savez que l'agriculture bio, ça leur permet de vivre mieux. On laissera le dossier à d'autres rendez-vous, notamment sur LCI. Les abeilles, c'est un dossier important. Mais à vous écouter, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'on surveillera dans cette émission le baromètre de la bonne santé du gouvernement, qui est Monsieur Nicolas Hulot. Avant de changer de sujet, je voudrais qu'on revienne sur de la com et sur de l'image, et je pense, vous allez me le dire, si c'est pas une belle opération de récupération, on écoute. Dans le domaine de l'environnement, il ne faut jamais reculer. Il ne faut jamais reculer parce que sinon tout se délite. Et surtout sur des combats qui ont été difficiles à conduire, qui ont été difficiles à obtenir. Et par conséquent, je crois que Nicolas Hulot a très bien réagi. D'ailleurs, il me l'avait dit lors du passage de témoin, en disant qu'il allait veiller à ce que tous les acquis que j'avais pu arracher ou que j'avais pu conquérir, aucun de ces acquis ne serait abandonné. Moi, c'est de l'autocom. Non, mais je dis dans la ruche politique, voilà, la reine des abeilles, on profite pour faire ses petites sorties. Mais je la trouve, c'est Ségolène. Elle est égale à elle-même. Ah, oui. Elle qui pensait rentrer dans ce deuxième gouvernement. Oui. Quelle déception. Quelle déception. Dites, on va poursuivre avec une autre belle opération de com du gouvernement, c'était hier. Alors on se souvient que c'était devenu la bête noire sous l'ère Hollande, l'enfer, la fameuse courbe du chômage, qui refuse toujours et encore de s'inverser les fameux chiffres du chômage. Ils sont tombés hier en fin d'après-midi, premier du quinquennat Macron, qu'on le veuille ou non. Ils ne sont pas très bons, mais voilà, la com est passée par là. Ces chiffres sont en fait, vous allez le comprendre, les derniers de l'ère Hollande et pas honnêtement autre chose, et surtout ceux qui doivent légitimer le choix du président et du gouvernement. Maintenant, place à l'effort. Les décisions la plus importante. Il faut que le travail paye. Et je le dis à tous nos téléspectateurs, le travail doit payer en France. Celui qui se lève le matin, qui prend sa voiture, qui fait garder ses enfants, doit se dire à la fin du mois, je ne me suis pas levé pour rien, ça me rapporte quelque chose. Voilà, des chiffres qui tombent, un ministre aux 20h, et là, c'est pas Macron qui est responsable, mais au contraire, ces chiffres sont le point de départ et le bien fondé d'une politique. Petit truc de com, parce que là, on a essayé de décrypter l'image. Le maire, ça fait 1 ou 2 fois qu'il le fait, et ça, c'est dans l'esprit macroniste, je dirais. Quand il s'adresse aux Français, il ne regarde plus le journaliste, il regarde directement la caméra. Il dit, il faut le dire à tous les téléspectateurs ou tous les Français, il regarde à la caméra. Et c'est assez rare
C'est assez rare, en général, les politiques restent dans une petite dignité, comme ça, un peu Troisième République, on regarde l'intervieweur. Là, maintenant, on s'adresse directement aux Français. C'est aussi ce qu'a fait Macron depuis le début d'En Marche, en disant j'ai besoin d'aucun filtre, pas de parti, j'ai un mouvement, et je vais directement aller au contact des Français. C'est une forme de communication, je pense qu'on va le voir, auprès d'abord de beaucoup de ministres et de tout son environnement. Regardez les Français en direct. Par rapport même au digital, je pense que tu peux... Et si vous regardez bien, et je vous conseille de le faire, les premières interventions du Premier ministre Édouard Philippe et les dernières, vous avez raison, là aussi, il a changé. Il regarde la caméra et les Français. Effectivement, c'est des pratiques qui sont aussi issues du web. Moi, sur YouTube, je regarde les gens directement et je ne regarde pas le journaliste. Mais... si on revient sur le fond de cette communication politique, il fait en fait un ressort classique de la communication politique quand on arrive au pouvoir. Les chiffres sont mauvais, c'est la faute de ceux qui sont avant, et ça peut durer comme ça pendant 1 an. Donc je préfère prévenir, ça va durer comme ça pendant 1 an, c'est exactement ce qu'avait fait Hollande. Il disait on hérite de la situation de Nicolas Sarkozy. Là, ils disent pas ça, ils disent que les chiffres sont pas bons, c'est pas eux, mais justement, il va falloir travailler. De fait, on peut pas leur reprocher des... Je veux bien que vous nous expliquiez ça. Je vais aller jusqu'au bout de ça, mais on peut pas leur reprocher des chiffres qui ne sont pas directement issus de ça. Mais ça va continuer. Ils vont continuer pendant 1 an, pendant 2 ans. Ça s'appelle le temps qui passe, c'est normal. Non. C'est normal. Parce que le gouvernement vient d'arriver. Il n'est pas évidemment comptable des résultats qui vont arriver. Dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, il pourra encore, à juste titre... J'annonce que ça va durer 1 an. Ça s'appelle la vie, ça me paraît. Je ne vois pas comment on peut incriminer quoi que ce soit dans la manière... Écoutez, parce que c'est exactement la même politique. Je ne suis pas spécialement gouvernemental, mais j'essaye d'être juste et de bonne foi. C'est tout à fait normal. Et dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, je comprendrai encore qu'ils ne considèrent pas que c'est directement leur héritage. Mais c'est normal. Alors le fait qu'un ministre de référence et de tutelle vienne à 20h, s'exprime non pas sur les faits sur les chiffres, mais sur l'obligation. Et derrière cette obligation, bien sûr, il y a la loi travail qui arrive. Oui, mais précisément, c'est pour ça que je dis qu'ils vont continuer pendant 1 an, et pendant peut-être même plus longtemps, mais au final, ça ne changera pas. Ils accentuent la politique de François Hollande, dans toutes les dimensions. On parle d'autre chose. C'est un autre sujet, mais les mêmes effets produiront les mêmes causes, c'est-à-dire l'augmentation du chômage, ou alors la création d'emplois. Ou alors ça ira mieux, on ne sait jamais. Ou alors la création d'emplois qui seront moins bien rémunérés, comme le fameux modèle allemand qu'on nous vend, avec les jobs à 1 euro. Je peux essayer de finir une phrase sans... Allez-y, Antoine. Mais je dis juste un truc, il dit il faut que le travail paye. Est-ce que ça veut dire qu'il est pour l'augmentation du SMIC ? Qu'est-ce que ça veut dire il faut que le travail paye ? C'est pas des gens qui sont pour l'augmentation des salaires, c'est pas des gens qui sont pour que le travail paye, c'est des gens qui sont pour faire en sorte qu'on arrive à une ubérisation généralisée de la société où on remplace des contrats salariés par des contrats d'entreprise à entreprise. C'est pas ça qui fera... Non, mais c'est pas ça qui fera... C'est que le travail, c'est-à-dire qu'il reste quelque chose aux travailleurs, justement, pour pouvoir vivre. Que ça paye. Donc, quels que soient les niveaux de salaire, et surtout les plus bas, vous savez très bien que les classes moyennes ont été tapées pendant des années, c'est les classes moyennes qui ont pris cher en termes d'impôts. Donc, au final, si le salaire n'arrive pas, et je peux vous en parler, j'ai monté une fondation contre le mal logement qui s'appelle I Love You, où il y a des gens aujourd'hui qui ont un salaire et qui n'ont pas assez d'argent pour se loger. C'est ça. Mais il dit aujourd'hui, c'est pas seulement... Donc ce qu'il dit, c'est qu'il faut augmenter les salaires. Moi, c'est ça que je comprends. C'est surtout que... Et c'est ça qu'il faut faire. Oui, enfin, c'est assez... C'est trop primaire de dire ça. Il y a plein de choses. Vous savez très bien que le salaire n'est pas le même. Mais non, vous dites qu'avec un salaire, genre un SMIC, on n'est pas capable de se payer un logement. Quelle est la solution ? Soit baisser le prix des logements, soit augmenter les salaires. Monsieur Macron ne propose ni l'un ni l'autre. Et les baisses des charges, les charges salariales, etc. Ah mais attendez, les baisses des cotisations salariales. Vous voulez nous parler un peu de com ou pas ? Pour augmenter les salaires. C'est qu'il y a plein de choses. Mais donc il faut bien augmenter les salaires. Vous parlez de la com que je vois en face de moi, là. Des deux qui sont en train de s'opposer. Pourquoi se mettre systématiquement dans une position d'échec ? Oui, c'est ça. Pourquoi cela ? Parce que... Alors aujourd'hui, c'est normal de commenter les chiffres du chômage de cette façon. Ils arrivent, ils sont pas voilà. Évidemment, si on fait l'hypothèse ils ne les commandent pas d'ailleurs, c'est là la particularité. Pardon ? C'est ça qui est intéressant. Non, en com, ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant, c'est que systématiquement, ils disent on va se mettre au boulot et on va travailler. Systématiquement, ce sont les propos qui reviennent. Donc on est dans une démarche de perception. Et c'est tout le boulot qu'a fait Macron. Il regarde la caméra en face, il parle aux Français. Je suis dans la perception positive et il continue dans la perception positive. Muriel, est-ce que vous voulez nous accorder, allez, ça va être 25 secondes et après vous continuez, vous allez voir pourquoi. Regardez. Oui. Le tempo sous la Ve République est fixé par le président de la République. Il fixe les grandes orientations, le Premier ministre les met en œuvre, et nous, ministres, nous avons une seule obligation, du travail et des résultats.
Il regarde n'y a pas la caméra. hein. Alors là, il ne regarde pas la plus la caméra. caméra, il regarde le journaliste. Non, mais Vous avez vu, et JT, ça il a aussi, pas regardé la caméra. oui. et ça aussi, Une fois, il l'a fait. et je vous laisse continuer Muriel, c'est quand même la patte du gouvernement, quelles que soient les prises de parole, quel que soit le moment, on réaffirme la position, président, Premier ministre, ministre, et ça bosse. Alors, pour reprendre ce que disait Franck tout à l'heure, regarder la caméra, c'est un élément extrêmement important en communication. C'est ce que tous les communicants disent quand ils sont conseils d'hommes politiques ou des chefs d'entreprise. Parce que quand vous regardez la caméra en face, vous traduisez un sentiment de loyauté et de vérité. Voilà, et de transparence. Ça, c'est la perception, effectivement. Donc, regarder la caméra, c'est un exercice de com. Mais l'exercice de com, là, qui est très puissant, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est soyons toujours sur le positif et mettons toujours des signes de nous allons bosser, nous allons nous mettre au travail, nous allons mener la loi travail. Et en fait, si on regarde cette loi travail, elle n'a pas que des choses négatives. Moi, je veux dire, se mettre systématiquement dans l'opposition et se mettre systématiquement dans une situation d'échec face à ce gouvernement, vous savez, j'ai soutenu un candidat différent. J'ai tous les espoirs du monde, mais je vois pas comment une même politique produira d'autres effets. Je ne crois pas qu'on puisse beaucoup dire de l'alignement des phrases que M. le maire a fait à l'instant. Je ne crois pas qu'on puisse dire autre chose que cette banalité qu'il n'est évidemment pas comptable des résultats et que c'est normal qu'ils disent « nous, on va travailler ». Et par ailleurs, alors je suis peut-être de la vieille école, moi, mais quand vous me dites « c'est un exercice de com », que de regarder la caméra en face, moi je comprends, je sais que c'est un exercice de com, et du coup je trouve ça moins spontané que quand le type il parle au journaliste qui l'interroge. Donc au deuxième degré, moi je n'aime pas beaucoup, je vous dis ma réaction de télé, je n'ai pas votre science de la com, moi je suis qu'un petit téléspectateur, je peux vous dire que lorsque le type il me parle comme ça en face, je le sens pas spontané. Alors, il y a un décalage cognitif entre le conscient et l'inconscient. Peut-être que l'inconscient est beaucoup plus fort, justement, et plus positif que le conscient. On entend tellement des choses négatives toute la journée. Je pense que quand quelqu'un nous regarde, quand il s'adresse... Je suis très sûr de mon inconscient. Il y a du courage. Alors, en écoutant ton inconscient, à mon avis, tu seras gravement surpris. Plus positif. Ne soyons pas aussi directifs, ça dépend des circonstances. En situation d'interview, c'est normal de regarder l'interview. En situation de message puissant, il faut regarder la caméra. Non, mais bien évidemment, ne soyons pas dogmatiques et stupides. Là, si je regarde la caméra, les gens qui sont téléspectateurs ont l'impression que je m'adresse à eux directement comme dans un dialogue. Et quand nous, on se parle, on se regarde dans les yeux parce que c'est un dialogue. En fait, c'est uniquement ça le ressort sur lequel ça s'appuie, c'est que ça donne l'impression qu'on est face à face avec la personne et ça rompt en fait le filtre qu'est l'écran qui se met entre nous. Petit cours de com et de présence antenne, média training de la médiasphère, ça vous était offert et c'était avec un gratuit. béotien. Avec un béotien. Tiens, on va parler dans quelques minutes peut-être d'une première et ça se passera la première cet après-midi et ça sera à l'Assemblée nationale. Pendant que j'ai le béotien sur le plateau ou le panel, vous savez dans cette émission, nos invités ont des coups de cœur, ont des coups de gueule. Il y a un petit coup de gueule de Gilles William Ben Laden. Allez, si je vous donne une minute, vous... Non ? Sur l'affaire Obono, c'est voilà. Ça ? Ah oui, écoutez, le coup de gueule, j'ai pu l'exprimer dans le Figaro hier. Donc oui, j'ai été assez agacé par la manière dont Mélenchon a traité l'affaire Obono. Moi, je suis moi-même une grande gueule de RMC, donc je suis un peu partie prenante de tout ça. Elle est expliquée, si vous voulez. Elle soutient Nique la France, contrairement, écoutez... Contrairement à ce que dit... Vous êtes gentil, je vais aller jusqu'au bout. Contrairement à ce que dit Alexis Corbière, elle est très proche, et je le montre dans mon article, des indigènes de la République. La pétition qu'elle a soutenue était un soutien complet à Nique la France. C'est son droit le plus strict. Quand on a voulu lui faire dire est-ce que vous soutenez Vive la France, elle a mis un temps interminable du bout de ses lèvres penser à dire et finalement Mélenchon explique que le journaliste s'adressait à une femme noire. Non, il faut pas être aussi obsédé de la couleur des gens. Il s'adressait à une militante qui vient de NPA, qui vient de la LCR et à qui il réclamait des comptes. Donc ce racialisme-là... La parole est à Antoine Léaumont arbitre de ce... La parole est à la défense. Ah oui, mais avant que la défense prenne la parole, on va écouter ça. Élément important dans le débat. Il y avait autour de nous une ambiance médiatique de traquenard. Et je dis, tiens, il y a le batteux, par exemple. Je suis sûr qu'il n'y connaît rien en contrat de travail, ce qui est vrai. Aussitôt, Mélenchon méprise les maths, cet exemple, cette espèce de polémique à la noix.
montre ce hargne qu'il y a, hein, ce parti pris médiatique qui consiste à taper pour nous diaboliser. Daniel Obono va sur un plateau de télé et on lui dit « Criez vive la France !» parce que, pourquoi en 2012, elle avait signé une pétition pour la liberté d'expression d'un groupe. Mais c'est la hargne, regardez bien, le machisme d'abord. À qui ils osent faire ça, hein? Est-ce qu'ils me le font à moi? Non, avec moi ils prennent d'autres. Ah, c'est une femme. En plus, c'est une femme noire. D'accord? On sent leur racisme là-dedans. Les mots sont forts, écoutez, Antoine. moi, je souscris entièrement à ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Et pour vous répondre, l'extrait qui est juste avant, qui est juste avant celui qui a été diffusé par RMC, c'est un extrait où Daniel Obono explique pourquoi elle a signé cette pétition, et elle explique très clairement qu'elle l'a signée pour la liberté d'expression et pas pour dire nique la France. Donc elle le dit elle-même dans l'émission. Ça, c'est un gros mensonge. Alors c'est un gros mensonge. Les gens peuvent aller regarder l'émission. Qu'on regarde la que les gens aillent regarder l'émission. Et en plus, encore une fois, mais laissez-moi finir, je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler. Militante du parti des indigènes de la République. Laissez parler, laissez-moi parler. Antoine. Oui, mais je vous ai laissé parler, laissez-moi parler. Encore suis gentil. Non, laissez-moi parler. J'ai écouté écouté ce que vous aviez à dire, écoutez ce que j'ai à dire. Oui. Daniel Obono a signé cette pétition pour soutenir la liberté d'expression. Elle le dit dans l'émission et c'est ce qu'elle dit. Ensuite, elle est prise à partie par des journalistes qui lui disent « Dites vive la France !» Dites vive la France. Mais c'est un gros mensonge. Maintenant, vous êtes dans le mensonge. Laissez-moi finir. Mais c'est faux. Vous dites des contre-vérités. Non, allez-y Antoine. Oui, laissez-moi finir. Oui, c'est faux. On lui dit de dire... Mais alors, quel est le sujet de la polémique? On ne lui a pas dit de dire vive la France. On lui a dit de dire vive la France. Eh bien, vous dites la République, vive la République. Dites vive la République. Non, mais quand vous dites... Ah bah voilà, vous dites pas vive la République, alors c'est qu'il y a un problème. Vous voyez, il y a clairement un problème. Il lui a dit très gentiment, mais est-ce que vous diriez aussi vive la France? Il lui a pas il lui a pas ordonné de dire dites vive la France. Pourquoi n'a-t-on jamais demandé ça à d'autres personnes ayant signé cette pétition? Parce que tout le monde ne soutient pas nique la France, figurez-vous. Mais elle ne soutient pas nique la France. Elle soutient le droit à la liberté d'expression. Pour la troisième fois, ça vous... Mais vous m'empêcherez pas de le dire. Mais vous non plus. Vous non plus, monsieur, vous m'empêcherez pas de finir. Pour la troisième fois. Vous non plus, vous ne m'empêcherez pas de finir. Pour la troisième fois, je vais vous dire une chose. Daniel a eu raison. Elle est membre de la France Insoumise. Et c'est une députée de la République élue par le peuple français. Vous devriez la respecter un petit peu plus que ça, plutôt que de tenir des propos qui sont scandaleux de ce type-là. Respectez les élus de la République. Respectez les élus de la République. Vous diriez, je dirais, vous vous adressez à un juif, c'est pas gentil de se vous adresser à un juif. C'est la logique racialiste qui est crapuleuse. Messieurs, s'il vous plaît, vous continuerez à ce moment-là. Vous continuerez ce débat. Cette question n'aurait pas été posée à une personne qui n'était pas noire et qui n'était pas une femme. Antoine Léaumont. C'est une députée. Lisez l'article de Libération. De quel droit William Gollanen, vous continuerez ce débat. C'était parti d'un coup de gueule après l'émission. Dites, puisque votre attitude militante. S'il vous plaît, puisque nous parlons de mais elle est assumée, son attitude militante. Je vais pas y arriver. Puisque nous parlons de la République, de la représentation de la République, moment fort cet après-midi, peut-être une femme à l'Assemblée nationale. Il y avait 3 candidats, 4 ce matin, 2 femmes, 2 hommes. On va les écouter, voilà le programme, et après, on va voter. Parce que je suis une femme élue du peuple et que je suis issue du peuple. Je suis une fille d'ouvrier dont l'ADN a été le service aux personnes les plus vulnérables et parce que j'ai le sens aussi du territoire. Je suis le meilleur candidat à la présidence de l'Assemblée nationale si mes collègues du groupe La République En Marche le décident. Je veux un projet pour le mieux légiférer. Je veux une nouvelle organisation de l'Assemblée nationale et du travail. Je veux légiférer mieux, plus vite, et je veux simplifier la vie des Français. Voilà, pour la première fois dans notre histoire politique, une femme au perchoir. Oui, non, vous y croyez? Oui. Oui. Oui, on parle de parité, mais pas tout le temps. On lance une loi Copé-Zimmermann qui est vachement bien, mais qui impose au conseil d'administration en France 40% de présence de femmes au conseil d'administration. 40-60, c'est la parité. Et ça, c'est la loi. Hein. Donc on parle de parité partout, mais je peux vous dire qu'en réalité, la parité, on en est très très loin. Donc d'avoir enfin à l'Assemblée nationale, comme si c'était un miracle, alors que n'oublions pas que des endroits comme la Bourse, par exemple, vous savez que jusqu'en les années 74-75, la Bourse était interdite aux femmes en France. Donc d'avoir à l'Assemblée nationale une femme, à la tête comme le port du gym d'ailleurs. Ça aurait dû arriver depuis très longtemps, donc mieux vaut tard que jamais. Mais encore une fois, ne faisons pas un miracle. Disons tout simplement qu'on rattrape
un temps sur lequel on était tous coupables d'avoir bloqué quand même l'émergence de femmes dans des postes à haute responsabilité. Je voudrais me faire pardonner en fin de compte. Logique essentialiste, là. Je parle de faits. Hein. Ça nous rapproche un peu de notre conversation précédente. Si elle est bonne, si elle est pleine de talent, oui. Mais par exemple, par rapport à François de Rugy, si vous mettez à côté, je ne connais pas les candidats en lice, hein, si vous mettez quelqu'un à côté qui n'a pas le talent de Rugy, eh ben je suis désolé. C'est pas parce qu'elle est une femme que je souhaite qu'elle soit. Mais d'accord là-dessus. Juste une chose, messieurs, puisque nous n'avons pas respecté la parité sur ce plateau, il reste un tout petit peu plus d'une minute. Eh bien, vous savez, c'est Muriel qui va la voir. Eh bien, merci. Mais elle est bonne. Voilà. Donc moi qui suis fondatrice d'un mouvement qui s'intitule Les femmes avec, d'un mouvement résolument optimiste de soutien de la liberté des femmes, de l'existence des femmes dans la société civile et dans toutes ses composantes, évidemment, à compétences égales, et je ne doute pas que nous soyons à compétences égales, ce sont 3 individus politiques. Pardon, vous n'en savez rien. À compétences égales, vous ne savez pas. Est à Muriel. À compétences égales, ce serait un formidable symbole qu'une femme occupe ce poste aujourd'hui. Et vous pensez qu'il y a des chances? Écoutez, j'ai un doute. Ah. J'ai un doute parce que depuis hier, je suis en boucle permanente effectivement sur les médias et chaque fois que les hommes s'expriment sur ce sujet proche de Macron, je les entends pas je ne décèle pas de façon un petit peu subconsciente l'idée de soutenir une femme au perchoir. Voilà, c'est cet après-midi, c'est à l'Assemblée nationale, c'est important, la rentrée se fait là aussi et on en reparlera demain 9h, même endroit dans la médiasphère. Voilà, et puis je ne sais pas si on a le temps malheureusement de réécouter Jean-Pierre Raffarin.